Eh bien, j'invite dès maintenant Madame Ducotet à bien vouloir venir nous retrouver. Je vais essayer de présenter Madame Ducotet succinctement. Madame Ducotet est née à Saint-Étienne. Elle a 3 enfants, Delphine, Anne-Sophie et Mathieu, qui travaillent désormais aux côtés de Madame Ducotet, donc pour le groupe TUAN. Après une maîtrise en sciences humaines et de linguistique, vous serez aussi diplômé de l'exécutive MBA CPA du groupe HEC. En 1980, vous intégrez le groupe TUAN et vous y prendrez la présidence en 1991 en succédant à votre papa. Vous représentez ainsi la 5e génération dirigeante de la famille à la tête du groupe TUAN. Aujourd'hui, vous êtes donc président-directeur général de TUAN, et TUAN est une ETI, donc dont on va parler aussi, une entreprise à taille intermédiaire, créée il y a donc 170 ans, c'est l'anniversaire de l'année dernière. En ce qui concerne les mandats passés, parce qu'on en parlera aussi un petit peu, vous êtes ancien membre du CESE, donc le Conseil économique, social et environnemental. En 2005, vous représentiez la France à l'European Technology Platform for the Future of Textile à Bruxelles, and closing. Les mandats actuels, c'est pour ça que nous sommes contents que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous êtes coprésident du METI, donc le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Vous êtes membre du CNI, Conseil national de l'industrie. Vous êtes présidente du comité d'orientation stratégique de la French Tech Design Tech de la ville de Saint-Étienne. Vous êtes aussi président fondateur de R3 eLab, réseau d'innovation et matériel pour l'industrie dépendant de la DGCIS. En décoration, commandeur dans l'Ordre national du mérite et commandeur dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Bonsoir, madame. Est-ce que, avant de parler du groupe TUAN, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou nous préciser quelque chose par rapport à cette présentation très rapide ? Non, je veux simplement dire que je suis heureuse d'être ici ce soir et très impressionnée par tout ce qu'on a vu pendant cette soirée. C'est-à-dire qu'on a vu des entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment pris au sens complet ce qu'est entreprendre, c'est-à-dire qu'ils ont pris, ils n'ont pas été spectateurs, ils ont été acteurs, et ils ont pris les choses avec puissance, avec une vigueur et une énergie qui est évidente, et quand on les voit sur la scène, c'est évident, et ils l'ont pris entre plusieurs, c'est-à-dire qu'ils l'ont pris à plusieurs associés, ils l'ont pris avec leurs partenaires, ils l'ont pris avec leurs banquiers, avec leurs conseillers, et donc ce sont vraiment des entrepreneurs. Puis il y a évidemment aussi un aspect qui me touche moi beaucoup, c'est que c'est l'industrie dans beaucoup de cas, et l'industrie c'est ce qui va continuer à faire vivre notre pays. Un pays qui n'a pas d'industrie est un pays qui est invertébré, c'est clair. Donc de voir de l'industrie de façon aussi intense ici me touche beaucoup. Et puis, je suis contente qu'il y ait une femme, mais il y en a une seulement. Ça fait 2 avec vous ce soir sur cette scène. Juste avant que de parler du groupe TUAN, j'ai lu dans les autres bios, un de vos aïeux semblait vous avoir prédit que vous seriez à la tête du groupe alors que vous n'aviez que 5 ans. C'est un faux ou un tox ? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Mon grand-père m'a dit, toi tu commanderas, mais c'est parce que j'étais de mauvaise humeur, et voilà. Vous pensiez à l'époque que vous auriez autant de responsabilités, que vous auriez autant d'occupations quand vous avez... Non, non, mais des entreprises, et comme celles qu'on a vues ce soir, c'est des entreprises auxquelles on est fondamentalement attaché. Moi, quelque chose que j'aime beaucoup, si vous voulez, c'est le terme affectio societatis. On ne dit pas qu'on est attaché à une société par de l'intelligence ou par une idée. On est attaché à une entreprise par de l'affectio. C'est-à-dire qu'on est complètement engagé dans cette entreprise par toutes les fibres de notre être. Et voilà, donc c'est de l'affectio societatis. Et quand on était enfant chez nous, cette entreprise qui était déjà à sa 3e et 4e génération, eh ben, on y était nous-mêmes très attachés. Quand on partait en vacances, on s'arrêtait chez tous les pharmaciens. Voilà. Donc, le groupe TUAN, ETI industriel, donc vous êtes un groupe familial indépendant, créé en 1847. Qu'est-ce que vous gardez encore de ce patrimoine aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites encore dans les produits que vous vendez du début de 1847 à nos jours ? Ce que nous faisons toujours, et je suis fière qu'on le fasse toujours, c'est de très beaux tissus.
C'est-à-dire que notre origine, nous sommes des tisseurs de quelque chose d'un peu particulier, c'est du fil élastique. Les tisseurs, d'habitude, ils tissent du fil rigide et on a 1 mètre. Chez nous, 1 mètre, on ne sait jamais si c'est 1 mètre étiré ou 1 mètre à plat. Et tisser du fil élastique, c'est quelque chose de difficile. Et tout notre passé industriel est sur ce tissage. Et je suis fière qu'encore aujourd'hui à Saint-Étienne, on ait des tisseurs, alors d'une génération complètement moderne et d'aujourd'hui, mais qui font de très beaux tissus. Et pratiquement dans les dispositifs médicaux qui sont vendus en France par nos concurrents, je pense que pas un seul ne comporte un tissu français. Et je suis très fière que tous nos tissus soient des tissus français. En 1990, le groupe Thuan est totalement inscrit dans un périmètre national français. 27 ans plus tard, c'est un bouleversement. Quel est le déclic? Qu'est-ce qui se passe en 1990? En fait, si vous voulez, on était leader sur le marché français. On avait bien sûr une possibilité de continuer, ce qu'on a fait d'ailleurs, à prendre des parts de marché et puis à s'élargir sur le plan de notre offre, bien sûr. Donc il y avait des développements possibles. Mais il est certain que nous étions en train de tenter d'avoir des distributeurs à l'extérieur. Par exemple, nous avions tenté d'avoir un distributeur en Allemagne. Et nous nous sommes très très vite aperçus que si nous n'étions pas allemands en Allemagne, nous ne réussirions pas. Et donc, c'est vrai, il y a eu une espèce d'obligation de faire, d'intuition très puissante qu'il fallait aller s'implanter en Allemagne, mais avec des Allemands, c'est-à-dire par une acquisition qu'on a faite, qui était acrobatique et qui nous a réservé à la fois beaucoup d'intérêt, etc., mais qui a été extrêmement compliqué, parce que c'est très difficile quand on est français d'avoir une filiale allemande. Et ensuite, on a fait une deuxième acquisition, mais c'était une conviction extrêmement forte que nous ne pourrions vraiment grossir qu'en allant nous implanter à l'international. Nous avons commencé par l'Allemagne, et puis ensuite on a planté des drapeaux dans tous les pays d'Europe, et maintenant on a aussi fait 2 acquisitions en Californie tout récemment, une en Angleterre l'an dernier, et nous avons aussi un partenaire en Inde, et nous venons d'ouvrir une filiale en Chine. Ça fait un beau développement international. J'ai toujours quelques applaudissements, vous pouvez, hein, c'est bien, hein, tant mieux, allons-y. Il y a 3 mots. 3 mots, 3 valeurs, 3 mots, je voudrais qu'on en parle un petit peu. Pérennité, agilité, puis alors un mot que je n'attendais pas, mais après tout il est bienvenu aussi, frugalité. Alors les 3, s'il vous plaît, un petit mot par rapport à ça. Je commence par pérennité, et d'ailleurs je crois qu'ici on voit déjà de vraies expériences de pérennité, parce qu'il y a des entreprises qui sont reprises et qui sont par exemple effectivement cette fabrication de ces cloches magnifiques, c'est une pérennité par rapport à un savoir-faire qui existait. Chez nous, dans une entreprise comme la nôtre, la pérennité c'est un exercice obligé, c'est-à-dire qu'un beau jour on reçoit un mandat qui s'appelle un mandat de président, ce qui m'est arrivé, et ce mandat de président qui est une sorte de manteau qu'on endosse, eh bien, on sait qu'on aura à le rendre un jour, parce qu'on n'est jamais propriétaire du pouvoir qu'on nous donne, on en est juste prestataire, on doit l'exercer pendant un certain temps, et on sait que ce manteau du pouvoir qui nous est donné, nous aurons à le rendre, mais à le rendre embelli. Et c'est ça la pérennité, c'est se dire que nous avons toujours en tête l'obligation d'aller enrichir ce manteau de l'autorité et du pouvoir qui nous a été confié pour le remettre à quelqu'un d'autre, élargi. Donc la pérennité pour nous, c'est une obligation, mais une pérennité qui est forcément un redécollage à chaque fois. Ça n'est jamais une ligne droite, c'est une espèce de cercle, ou plutôt une spirale, et d'ailleurs il y a eu des spirales aujourd'hui dans les ressorts, c'est-à-dire qu'on fait un peu plus haut à chaque fois. Et c'est ça, une entreprise qui essaye de durer dans le temps. Après agilité. Ça, l'agilité, c'est absolument nécessaire. C'est-à-dire qu'une entreprise comme la nôtre, si elle ne s'était pas refondée de multiples fois, elle n'existerait plus. Tous ceux qui sont restés dans ce que nous étions à l'origine, c'est-à-dire des fabricants de textiles élastiques étroits pour le sous-vêtement, toutes ces entreprises-là, elles ont disparu. Ce qui nous a complètement sauvés, c'est un regard stratégique qui nous a fait, mais c'était le regard de mon grand-père, Maurice Thuan, de se dire qu'il fallait arriver à un produit fini qui était destiné à quelqu'un de très particulier, qui était un patient, et que ce produit fini, lui, nous permettrait de passer les étapes. Et ça, c'était totalement important, effectivement, de sortir du marais de la sous-traitance pour aller jusqu'au produit fini, sous marque, avec même un remboursement. Et donc, cette agilité, c'est effectivement de se remettre en question à tout moment. Et aujourd'hui, les cycles dans lesquels nous nous mouvons sont des cycles plus brefs, plus courts qu'avant. Et c'est vrai que le principe de refondation auquel nous nous obligeons, et qui est plus que jamais vrai, mais je dirais à l'actualité, elle nous pousse de façon incroyable là-dedans, c'est
de se refonder avec agilité, ne jamais s'arrêter, de remettre en question et de repartir, je dirais, évidemment, avec une certaine souplesse, si possible. Alors, pérennité, agilité, puis alors ce mot, mais pourquoi pas après tout, frugalité. Oui, alors ça, c'est aussi une obligation. C'est une obligation, et c'est une obligation qui est dans notre ADN depuis, je pense, l'origine. C'est-à-dire que dans des familles comme nous, et dans les familles de TI, je dirais, c'est très, très fréquent, on flèche tous les moyens sur un très petit nombre d'éléments, en particulier l'investissement. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps dans l'obligation de l'investissement. C'est-à-dire que nous ne sommes jamais dans la surabondance, nous ne sommes jamais dans la dépense qui peut paraître un peu, je dirais, de superflu. Nous sommes toujours dans une obligation de l'investissement, et donc c'est véritablement ce qui nous permet de tenir, de durer, d'aller plus loin, etc. Mais ça suppose aussi une espèce de mode de vie qui, somme toute, jusqu'à présent, nous a permis de traverser les générations. Deux mots, gouvernance et management, notamment sur la notion de gouvernance, sur votre COMEX. Oui, bien, effectivement, jusqu'avant moi-même, enfin, mes grands-pères ont toujours été des hommes orchestres aussi, c'est-à-dire qu'ils ont été assez seuls à la direction de leur entreprise. Moi-même, j'ai au contraire, pour des tas de raisons, de taille, de formation personnelle, moi je suis psychologue, je n'étais pas chef d'entreprise au début, j'ai pensé qu'il fallait avoir un groupe autour de moi, et donc j'ai créé effectivement un COMEX. Et ce COMEX maintenant est une co-responsabilité de la direction de l'ensemble, c'est-à-dire que j'essaye d'éviter le plus possible le management en étoile, c'est-à-dire de collaborateurs qui viennent me demander l'avis, mais j'aspire beaucoup à ce qu'il y ait une co-décision responsable de cet ensemble de 12 qui sont dans le COMEX et qui comportent en particulier des patrons de nos filiales étrangères les plus importantes. C'est 50% hommes, 50% femmes ou pas? Oui, c'est 50% hommes, 50% femmes. Voilà, absolument. Ça, dans et ça va même basculer avec une embauche qui est en train de se faire, plus de femmes. Très bien. On en reparlera. On reparlera du girl power. Juste un petit mot sur le management. J'ai adoré cette phrase. Ils savent ce que je ne sais pas. C'est que vous allez chercher les managers qui vous apportent ce que vous ne savez pas faire, et c'est une forme d'humilité. D'humilité, je ne sais pas, mais j'essaye de savoir ce que je ne sais pas, et je dirais il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, et j'ai toujours essayé d'embaucher des collaborateurs qui savent plus que moi. Parce que d'une part, je dirais, leur motricité, leur capacité, etc. nous entraînent, parce que si je n'ai pas une capacité de compétence dans leur domaine, au moins je peux moi-même développer une capacité de lecture, ce qui m'est utile, parce qu'il faut bien tout de même qu'au bout du bout, il y ait des décisions, et il faut bien qu'il y ait des décisions de synthèse. Mais c'est vrai, ces collaborateurs, et je pense à un certain nombre d'entre eux, qui sont souvent encore auprès de moi, j'ai essayé de les choisir, ayant des choses que je ne savais pas. Je vais parler, pour terminer, du chiffre d'affaires et des emplois aussi, mais juste avant, je voudrais vous parler maintenant de la transformation de l'entreprise qui n'arrête pas de se développer, les fameuses nouvelles technologies. Alors, la fameuse bande de tissu élastique tissé, on commence à en être loin, il y a d'autres choses. On commence à parler de technologies, de nouvelles technologies, de patients connectés. Vous êtes dans ce domaine-là aussi ? Oui, absolument. Et dans le fond, on n'est pas loin de la bande d'origine, parce que au lieu qu'on mette un fil de viscose ou un fil de latex guipé, peu importe, on va mettre maintenant une nanofibre avec une fonctionnalité, même un ensemble de fonctionnalités qui seront soit je reçois un signal du corps, soit je donne au corps un signal. Donc cette fibre va être toujours là, et on aura toujours bien sûr des produits tissés, tricotés qui pourront même avoir des apparences assez semblables à ce qu'on a aujourd'hui, mais qui auront des fonctionnalités complètement disruptives par rapport à ce qu'on a, et donc qui vont nous permettre au patient de lui-même se contrôler, être guidé, etc., peut-être se mettre en rapport avec son médecin et recevoir des stimulus, des indications sur son mouvement, sa position, et puis au bout du bout d'enregistrer quelque chose qui est fondamental aujourd'hui, c'est des données. Alors des données anonymées, bien sûr, c'est indispensable, mais des données qui vont changer complètement l'horizon clinique dans lequel on se meut. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait une étude clinique, on fait
avec grand-peine, et il faut 4 ans pour le faire, une étude avec 150 ou 200 patients. Maintenant, on va pouvoir avoir des milliers de patients qui vont donner à la médecine et au recueil des informations qu'on aura traitées une fiabilité qui sera incomparablement supérieure. Et donc, on va faire avancer, je dirais, en même temps, toutes ces données cliniques qui vont permettre à la médecine d'aller plus vite. 3,5% de votre chiffre d'affaires est consacré à la R&D, 5 brevets internationaux déposés par an, 10 études cliniques en cours, et néanmoins, à Lyon, vous créez le Tuan Lab. Oui. Parlez-moi un petit peu. Mais si vous voulez, on a vraiment eu le sentiment il y a 3 ans que d'abord la santé, nous étions concernés absolument à fond par l'arrivée du digital et que nous devions d'une façon ou d'une autre, de façon un peu empirique, peut-être un peu maladroite, mais entrer dedans. Donc on a pris à ce moment-là, d'abord on a pris un digital chief officer et puis on s'est mis en partenariat avec un certain nombre de startups. Et on s'est aperçu, je dirais, c'est normal en marchant, qu'il y avait des choses qui étaient bien et d'autres qui n'étaient pas bien. Donc on a arrêté un certain nombre de choses. Et puis on s'est dit, de toute façon, il y a un effet de transformation de l'entreprise qu'il faut absolument faire. Et si on le fait de façon maladroite, on va l'échouer. Donc on s'est dit, si on met trop de chercheurs de cultures trop différentes et trop éloignés les uns des autres, tous ensemble, eh bien, on va avoir des échecs par refus, des échecs par frein. Donc on s'est dit, notre Tuan Lab, c'est-à-dire le lieu où va se creuser, où va justement se mettre en place des évolutions très très profondes de nos matières premières et de nos systèmes de digitalisation, je dirais, de nos produits, nous allons le créer un petit peu à part, en vérifiant bien sûr que la connexion se fasse avec nos chercheurs habituels. Mais donc nous avons créé à Lyon un Tuan Lab et nous avons une dizaine d'ingénieurs dont les spécialités sont des spécialités totalement différentes de celles de notre recherche conventionnelle. Et progressivement, nous faisons des passerelles les uns aux autres pour qu'il n'y ait pas trop d'effroi, pas trop de difficultés, je dirais, de compréhension, mais pour qu'il y ait quand même un effet d'entraînement, parce que ça, il faut bien. Et ce qu'il faut se dire d'ailleurs dans cette digitalisation, c'est que ça fait 3 ans qu'on a commencé et on a fini, je dirais, un premier cycle. Il faut qu'on commence un deuxième cycle et que c'est un investissement tel qu'au bout de 3 ans, je dirais, on n'a pas encore créé un seul produit qui rapporte de l'argent. Donc il faut faire je dirais, c'est un peu ce mouvement d'équilibre qui est continuons avec notre business model qui nous permet d'être rentable et de continuer tout l'investissement et continuons avec cette espèce de fouet du charbonnier, cette digitalisation qui ne nous rapporte rien mais dont on est certain qu'un jour elle sera indispensable et que nous ne pouvons pas faire l'impasse dessus. Et voici un trait d'humour pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Vous avez créé l'Agora Tuan à Saint-Étienne. Qu'est-ce que c'est l'Agora Tuan? Parce que je vois que vous avez travaillé sur des nouveaux modes de travail. Alors on sort un petit peu de votre domaine d'activité. Je vois travail nomade, collectif, espace de coworking. Quelle était l'idée Si vous voulez, on était d'abord dans des bâtiments qui dataient de 1910. Bon, donc voilà, on les avait aménagés peu à peu, etc. Puis ça avait ses limites. Et puis, on s'est aperçu qu'il y avait autour de nous, et à Saint-Étienne, où il y a une communauté étudiante très nombreuse, où il y a l'école des mines, où il y a la Cité du Design, qui est extrêmement inspirante, et où il y a un CHU important avec lequel on est en relation permanente. On s'est dit, dans le fond, on n'a pas tellement de lieux originaux et un peu libres où on puisse laisser ces gens se rencontrer librement. Donc on a créé un espace non dédié, très vaste, assez beau, avec un architecte qui nous a fait quelque chose d'assez beau, beaucoup de lumière et beaucoup de je dirais d'agrément design et architectural. Et on s'est dit, invitons des gens à venir se parler, des entreprises venir se parler, des étudiants venir se parler. On a invité des élèves du conservatoire à faire un petit concert de temps en temps. On a mis des livres, on a mis etc. Et on s'est dit, laissons cet espace assez libre pour pouvoir générer dans lui-même un certain nombre d'idées qui seront à suivre ou pas à suivre. Enfin, voilà. Donc on a créé cette agora. Et ce qui me fait plaisir, c'est que je dirais cet espace est pratiquement plein tout le temps. Il est réservé tout le temps, et que ce soit pour des réunions d'entreprises amies, que ce soit pour des réunions avec des startups. Et donc, je me dirais, je suis très contente de voir que cet espace-là est un espace qui est rempli. Est-ce qu'il y aura vraiment un fil conducteur au bout du bout? J'en sais rien. Mais vous savez, les rivières souterraines, c'est comme ça. Un beau jour, elles ressortent, elles sont souterraines pendant longtemps. Et l'agora, c'est ça.
Très bien. Pour terminer sur le groupe Tuan, parce qu'après nous allons parler sur votre activité un peu plus publique, on va dire, juste quelques chiffres en rappel. 1991, c'est 32 millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2017, c'est 225 millions pour 2200 salariés. Vous avez créé 300 nouveaux emplois minimum en France en 10 ans et vous êtes présent dans plus de 60 pays dans le monde. Et le groupe Tuan fait donc partie de la famille des 5000 ETI françaises. Juste pour rappeler que l'ensemble des ETI, maintenant, c'est 23% de l'emploi salarié en France, 27% du chiffre d'affaires des entreprises françaises. Diriez-vous aujourd'hui que ces fameuses ETI sont une chance pour la France, qu'il faut pérenniser ces ETI? Et quel avenir peut-on imaginer ou prévoir pour elles? Oui, absolument. Elles sont une chance pour la France. Elles sont une chance pour l'avenir et un certain nombre, et j'espère le plus possible, des entreprises qu'on a vues aujourd'hui vont devenir des ETI. Et elles vont permettre, parce que pour l'instant nous en avons en nombre insuffisant et en taille insuffisante, elles vont permettre le maintien dans les territoires d'une véritable réalité industrielle moderne, ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie du Nord, ce qui se passe aussi en Espagne. Et donc ces ETI, ces entreprises de taille moyenne qui finalement n'existaient pas au moins je dirais en rubrique, ont été créées, non pas les entreprises elles-mêmes, mais leur rubrique ETI, c'est-à-dire 250 à 5000 salariés. Elles ont été créées par la loi de modernisation de l'économie, c'est-à-dire 2008, c'est-à-dire elles ont une réalité comprise en France qui est très récente. Et donc aujourd'hui, il faut se dire qu'un quart de l'économie française est tenue par ces ETI et qu'on voit bien que ces ETI, par leur forme, par leur implantation, par leur goût de l'industrie, par leur internationalisation, par leur volonté aussi d'investir, eh bien ce sont quand même des moteurs puissants. Et donc il faut vraiment, comme c'est le cas en Allemagne d'ailleurs, où il y a une masse de ce Mittelstand extrêmement important, il faut vraiment tout faire pour les développer. Je trouve bien optimiste. Enfin, j'ai entendu pendant tellement d'années toutes ces entreprises qui avaient délocalisé, toutes ces entreprises industrielles qui fermaient. On a vu des friches industrielles énormes. Et là, il y a un renouveau, il y a des choses qui se passent par rapport à ça. Il y a ce développement, on peut y croire encore? Si vous voulez, on a eu 30 années d'ignorance totale à leur égard. D'ignorance de toute nature, d'ignorance de leur existence, de leur performance, de leur volonté, etc., d'ignorance fiscale aussi, parce qu'on les a maltraités en France pendant 30 ans. Et donc aujourd'hui, on a évidemment une situation qui est loin d'être à l'équivalent de l'Allemagne. Mais d'abord, celles qui sont là sont très vigoureuses. 25% d'économie, c'est pas rien. Et c'est vrai que chaque fois qu'il y en a une qui ferme, pour moi, c'est une espèce de coup de poignard, parce que je me dis, c'est tellement vite fait de fermer un site qui ne rouvrira pas, parce qu'on ne le rouvre pas, ce site, parce que les gens sont dispersés, les savoir-faire s'en vont. Donc, j'espère qu'on aura une attention vraiment plus profonde à les maintenir et à les aider à se pérenniser et à se moderniser, plutôt que de fermer. C'est un acte extrêmement, je trouve, dur vis-à-vis de la vie économique d'un territoire que de fermer une entreprise. Et c'est vrai que cette désindustrialisation qui nous a mis, nous, à 12% seulement de l'industrie en France, alors que les Allemands sont plutôt à 25%, c'est assez terrible. Mais c'est pas irréversible. Et je dirais, quand on voit ce qui se passe ici, on en sort, je dirais, vraiment réconforté. La semaine dernière, dans l'Express, et j'entends encore souvent cette phrase, la France connaît une pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Alors, l'économie française connaît sa plus forte croissance depuis 6 ans. Je lis des choses qui ont écrites après. Bon, c'est la presse, mais et en même temps, pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a eu un vrai manque d'adéquation. Nous, c'est notre cas, par exemple. Nous avons des métiers très nobles, des métiers très techniques, qui ont un nom malheureusement désuet, mais qui s'appellent des tricoteurs, c'est-à-dire des conducteurs de machines à tricoter, qui sont des conducteurs de machines donc totalement technologiques et totalement électroniques. Et un conducteur, il a une rangée entière de machines. Nous manquons complètement de tricoteurs à Saint-Étienne, et nous sommes obligés de les prendre, de les former chez nous, et ça met 2 ans parce que l'Éducation nationale a fermé la formation il y a plusieurs années. Et
je donne cet exemple-là parce que je le vis, mais il y en a plein d'exemples comme cela. C'est-à-dire qu'il y a eu un manque de coordination entre ce qui étaient les formations et ce qui étaient les besoins des entreprises. Je crois vraiment qu'il y a une nouvelle attention portée à ces éléments-là. Je vois que ce qui est en ce moment, je dirais, ce qui sort sur l'apprentissage est véritablement, probablement correctif de cela. Je vois aussi que tout le respect qui est mis par les initiatives telles que la French Fab, qui vient d'être lancée à Bercy il n'y a pas très longtemps, je pense vraiment qu'il y a une espèce de retournement de situation. Et j'espère qu'on va vraiment maintenant, en particulier dans l'apprentissage, on a bien donné la responsabilité aux branches professionnelles et aux territoires. J'espère qu'on va enfin redonner des formations qui correspondent à nos besoins et à nos besoins technologiques. Puisque vous parliez de la French Fab, donc pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, donc la French Fab est un mouvement français créé le 2 octobre 2017 par le ministre actuel de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Quelle est l'idée derrière la French Fab ? Alors, en fait, c'est une idée qui est très claire et qu'on a bien vu sortir ici. On a vu l'une des entreprises qui était de la French Tech, effectivement, avec la labellisation French Tech et avec tout ce que ça a représenté en start-up et en ébullition, je dirais, de tous ces jeunes talents des grandes technologies modernes du digital. Et en face, on s'est bien aperçu que des entreprises plus anciennes, dont les technologies étaient affirmées, dont la prospérité était là, pouvaient très bien être des supports pour cette French Tech. Et donc, avec la BPI, Bruno Le Maire, etc., c'est fait et a germé l'idée qu'il pouvait y avoir une French Tech et une French Fab, la French Fab pouvant aider, je dirais, la French Tech, elle est là pour émettre des idées, émettre des hypothèses, démarrer, avoir des initiatives, et la French Fab peut-être pour aller jusqu'au marché ou aider un certain nombre de ces entreprises à aller jusqu'au marché. Je trouve que l'idée est bien. Pour celles et ceux que ça intéresserait, qui ne connaîtraient pas, donc ça s'appelle lafrenchfab.fr que vous retrouvez sur Internet. Et c'est le coq bleu. Là, c'était le coq rouge pour la French Tech et le coq bleu pour la French Fab. Très bien. Par contre, excusez-moi, mais en septembre 2013, vous avez été chargé par les pouvoirs publics à la demande du ministre du Redressement Productif en 2013 de porter et de parrainer le programme Textile innovant et fibres biosourcées. Vous avez présenté tout ça dans le cadre de 34 plans de la Nouvelle France industrielle. Vous l'avez présenté au président François Hollande. Ça a donné quoi ? Ben, ça a donné... Ce que je veux dire, c'est... Oui, non, mais voilà. vous avez raison. Ça n'a pas donné des articles et des articles, ça n'a pas donné, etc. Ça a créé, par contre, je dirais, un certain nombre d'initiatives locales, là aussi assez discrètes, mais qui sont des initiatives totalement réelles. Si vous voulez, par exemple, sur le plan de l'innovation digitale, on a avec Grenoble et avec le Leti, on a des lieux universitaires absolument mondialement reconnus. On sait qu'on est en train d'avoir sur le textile tout un tas de générations de fibres nouvelles et que ces fibres nouvelles, il y en a un certain nombre qui se font en France. On sait aussi qu'on est en train d'avoir toute une rénovation du mode de distribution de tout le textile. Donc tout ça, si vous voulez, pris bout par bout, et peut-être pas de façon très glorieuse ou très triomphante, mais au moins il y a des initiatives par-ci, par-là, qui sont quand même très encourageantes. Alors c'est vrai, les grands plans, c'est un aspect un peu excessif, un peu théâtral, ça dure ce que ça dure, mais je pense qu'il y a quand même au fond du fond un certain nombre d'initiatives qui ressortent et qui qu'un beau jour on sera heureux d'avoir prises. Et sur le textile, il y a effectivement en France une industrie du textile technologique qui va bien, qui progresse. Vous étiez à Davos, c'est ça ? Oui. Alors vous avez représenté, vous étiez avec une délégation française. Qu'est-ce que vous y avez fait ? Je vous donne l'image. Attendez, pardon, mais je vous donne l'image. Je suis devant ma télé, quelle que soit la chaîne de télé, je vois que des plénières. Je me dis, qu'est-ce qu'on y fait ? Voilà, dites-moi en quelques mots. Bon, d'abord, quand on va à Davos, on apprend d'abord à se repérer parce que c'est un monde absolument incroyable. Et quand on y va avec
qu'une responsabilité d'une ETI, on est une fourmi dans l'ensemble. Donc voilà, j'y suis allée en tant que fourmi dans un monde très grand et de... Parce que vous me dites fourmi avec tous les chiffres que j'ai déjà donnés. Ah oui, bien sûr, hein, on est une fourmi. On est une fourmi, il y a Accenture, il y a Google, il y a etc. Bon. Et donc on y va avec simplement une espèce de curiosité en se disant, tiens, c'est quand même très intéressant de vivre de l'intérieur des phénomènes dont on entend parler et qu'on voit sur les médias. Ce qu'on fait à Davos, si vous voulez, je trouve que d'abord, on vérifie un certain nombre d'impressions qu'on a soi-même de façon assez aléatoire, on vérifie que le monde entier les partage. Si vous voulez. Ce que j'ai vu sur la santé à Davos m'a paru extrêmement intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la santé, elle est gouvernée par le patient et non plus par le médecin ou le distributeur. C'est le patient qui est au cœur du problème. La santé va devenir extrêmement chère et donc il va y avoir véritablement des basculements des équilibres de santé. On voit aussi qu'il y aura une seule chose qui comptera, ce sera les data, et tout le monde dit ça. Les vrais actifs des entreprises, ce seront les data. Et donc, conservez, même vous, les petites entreprises, chacun de nous, conservez vos data parce que ce sera vos actifs de demain. On voit aussi un vrai renouveau de l'Europe. Donc, si vous voulez, tous ces phénomènes qui sont, eux, alors, je dirais, de façon très, très gigantesque, présents là et qu'on regarde avec un peu des yeux d'enfant devant un spectacle très brillant, tous ces éléments-là, ils sont tout de même très intéressants à avoir pu constater de l'intérieur. Et puis, bien sûr, la présence des très grands pays, Inde, Chine, qui sont extrêmement présents là, en nombre de représentants, en place prise. Si vous voulez, moi j'ai été impressionnée, par exemple, par Jack Ma, le président fondateur d'Alibaba, avec autour de lui des gens des institutions qui lui disaient « Mais attention, la réglementation n'est pas encore faite. » Mais il a dit « Moi, ça m'est complètement égal, réglementation ou pas réglementation. Le phénomène Internet et la vente par e-commerce, il est là et il continuera. » Donc, des espèces d'affirmations très puissantes qui sortent là et qui, du fait qu'on les a avec toute cette humanité des responsables qu'on voit sur la scène, prennent une dimension tout à fait particulière. Donc c'est vrai que c'est une expérience intéressante. Alors nous arrivons tout doucement vers la conclusion de cet entretien. Je savais que ça pourrait durer, mais ils ont faim à mon avis, oui. Même si c'est très très intéressant. Le président Macron qui est à Davos, je lis la France qui connaît sa plus forte croissance, une espèce d'économie qui serait de nouveau dynamique. Vous pensez, vous, qu'actuellement il y a un effet Macron ? Ah oui, ça c'est incontestable, ça c'est certain. C'est vrai que quand on va à l'étranger aujourd'hui, on nous interroge sur le président de la République, on nous interroge sur la nouveauté, on nous regarde différemment, ça c'est certain. En moins d'un an ? Ah, très rapidement, oui, c'est très rapide, parce qu'effectivement, ça a été un phénomène sûrement très, très divulgué. Et en particulier, moi, je me souviens très bien de la nuit de l'élection du président de la République, où j'ai reçu de mes collaborateurs allemands beaucoup de mails, aucun français, mais beaucoup de mails de mes collaborateurs allemands qui m'ont dit « Enfin, l'Europe est là ». Et c'était assez curieux de voir cette perception des Allemands qui se disaient « Voilà, on va avoir maintenant un nouveau mode de partenariat avec la France ». Bon. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire, hein, donc ne nous emballons pas. Et vous pensez, vous êtes optimiste sur les capacités de la France à redresser sa puissance industrielle d'avant et de tirer son épingle du jeu ? Pas celle d'avant, celle du futur. On ne redressera pas l'industrie d'avant, on va faire l'industrie du futur. À nous d'inventer l'industrie du futur, c'est ça ? À nous d'inventer l'industrie du futur, absolument. Mais elle est là, on l'a vu. Mais à nous de l'inventer, ce ne sera pas l'industrie d'avant. Ce sera l'industrie qui sera faite autrement, avec d'autres équilibres des coûts salariaux, d'autres équilibres des modes de gouvernance, des modes de contrôle, etc. Mais c'est bien sûr, il faut moi j'espère, je crois beaucoup à l'industrie et à l'industrie de demain. Je m'y efforce. J'ai 2 questions en conclusion. Y a-t-il une question qui vous a gêné ? Là, tout de suite, là ? Ouais. Non. D'accord. Je m'en doutais. Et la dernière, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose ? Écoutez, je n'y ai pas réfléchi, mais
il y a quelque chose aussi que vous pourriez me poser, c'est qu'est-ce qui fait la différence entre des ETI comme les nôtres et du capitalisme financier comme on en voit beaucoup, parce que finalement il y a deux modèles qui coexistent et les deux ont des atouts et les deux ont des réussites et au contraire des difficultés. Mais donc c'est vrai, voilà, cette question-là, je la trouve. Pour terminer, qu'est-ce qui fait la différence entre des ETI et des entreprises capitalistes? Je vais vous dire, je trouve que, et je l'ai vu aussi beaucoup ce soir, je trouve que dans les entreprises, les ETI, et dans ces entreprises qui sont en train de devenir des ETI, je pense qu'il y a une différence dans le comportement, c'est-à-dire dans la relation aux collaborateurs, à l'invention, à la cité, au contexte universitaire. Je trouve qu'il y a un prix Nobel d'économie qui a été donné tout récemment en novembre dernier à quelqu'un que je n'ai pas lu, qui s'appelle Thaler, qui n'a d'ailleurs pas encore publié en français. Et Thaler, il fait de l'économie comportementale. Et bien, je crois que nous sommes tous de l'économie comportementale. Bien, je crois qu'on peut terminer sur cette belle parole. Merci, chère madame. À tout à l'heure. Merci encore.